Bonjour à tous, vous êtes sans savoir qu'il y a un conflit actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Christophe Rento, Bonjour. qui est donc géopoliticien, spécialisé un petit peu au niveau de l'Afrique, mais qui connaît bien donc au niveau international. Alors on va commencer par parler un petit peu de vous, si vous voulez bien, parce qu'on a entendu parler de vous de plein de choses, plein de qualificatifs. Alors je dirais, je lis un peu mercenaire, aventurier, entrepreneur, voire mercenaire, spécialisé donc dans la géopolitique africaine et notamment centrale, surnommé Alpha. C'est bien quand même, c'est mieux que Beta, mais bon. Oui, c'est mieux que Beta, et puis le mal alpha, bon, c'est le mal dominant, je ne sais pas si je le suis, mais en tout cas, c'est le pseudonyme qui m'a été donné il y a de nombreuses années quand je travaillais en tant que conseiller pour le président Chirac. Alors justement, qui êtes-vous donc, Christian Rento? Eh bien, moi je suis, je dirais, avant toute chose un baroudeur, quelqu'un qui a quitté le vignoble sans jamais le quitter, puisque je suis là aujourd'hui pour en témoigner devant vos caméras. On ne quitte jamais ses racines et on revient toujours à la souche et au berceau. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, des États-Unis à l'Afrique et de l'Afrique à la Russie, parce que j'ai coutume de dire qu'un jour, à la Herse, à Gorges, où je vivais, j'ai ouvert ma fenêtre et ce monde qui s'offrait à moi était d'un seul coup devenu trop petit, trop étriqué pour les rêves de voyage que j'avais. Donc, effectivement, j'ai commencé à voyager et j'ai commencé en faisant de multiples choses. D'abord, un brin d'études, comme qui dirait, à l'étranger. Et puis, deuxièmement, je suis allé jouer au rugby en Afrique du Sud. J'y étais allé initialement pour vendre du vin. J'ai joué au rugby. Et puis, je me suis intéressé de très très près à la géopolitique. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont emmené à la frontière de la politique, mais en plein théâtre géographique. Alors justement, quel était votre rôle en Afrique? Alors, mon rôle en Afrique, ça a toujours été de venir au soutien des entreprises occidentales qui pouvaient courir des risques majeurs dans la sécurité de leurs expatriés ou des actions qu'ils mettaient en place. C'est-à-dire qu'une entreprise qui se déplace en Afrique pour installer une centrale électrique ou des puits ou que sais-je encore, a besoin d'être sécurisée, surtout quand elle est en zone rouge au ministère des Affaires étrangères, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis les attentats de Karachi, chaque entreprise est pénalement responsable de ce qu'il arrive à ses expatriés, à ses salariés. Je parle de chaque entreprise française, bien évidemment. Ah, bien sûr, c'est sécurité donc physique, mais pas financière. Pas au niveau de la gestion, quoi. Alors, c'est pas sécurité financière, non, et en même temps, si. Je m'explique. Parce que si vous faites des analyses avant le départ d'une entreprise, et vous avez ce devoir de conseil que de dire le théâtre d'opération sur lequel vous vous rendez pour installer votre entreprise est aujourd'hui dangereux pour vos finances, parce que si vous vous faites kidnapper, par exemple, plein de vos membres, bien évidemment, vous doutez bien que la mission va s'arrêter, parce qu'il y a disparition d'un membre, parce que ça pose problème, et on pourrait le comprendre à moins pour l'entreprise, pour la famille, les journaux s'y mettent, etc. De facto, les choses s'arrêtent. Et puis de deux, si votre analyse est mauvaise et que vous plantez l'entreprise dans le conseil que vous lui donnez pour investir, eh bien elle va faire banqueroute. Et puis vous savez que ces territoires qui ne sont pas les nôtres, et l'Afrique est quand même un territoire de zone orale où on y voit pas mal de choses entre les guerres ethniques, la corruption, même si, comme on en parlait en off récemment, la corruption elle existe partout, y compris en France. Ah bon, Mais en France, il y a un peu de corruption? vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des zones d'ombre dans toute part de négociation. Ce serait aux États-Unis, on parlerait de négociations complètes. En France, on dit que c'est des dessous-de-table ou de la corruption et que ça n'existe pas. En ayant beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que la corruption, qu'on peut aussi appeler des commissions, rétrocommissions, etc., elle existe dans le monde entier. Elle fait le marché de business. Après,
Il y a une histoire de déontologie. On est pour, on est contre. Ce qu'il faut avant toute chose, c'est essayer un maximum de maintenir l'honnêteté dans les rapports humains lors d'une mise en affaire. Donc en fait, vous êtes très bien renseigné dans le monde entier, et notamment à l'époque en Centrafrique. Ben, je dirais que le renseignement, c'est la qualité première de la sécurité. En tout cas, c'est la prérogative à toute action. Puisque quand vous êtes renseigné, notamment dans la sécurité, sur des mouvements militaires, sur des mouvements politiques, sur des mouvements sociaux, quand vous travaillez, vous synthétisez les éléments et vous les analysez, vous vous rendez compte que vous allez faire courir beaucoup moins de risques à l'entreprise. Si vous lui donnez de bons renseignements, si vous lui dites on n'y va pas parce que on craint prochainement qu'il y ait un soulèvement, un coup d'État ou autre chose, eh bien, à défaut de lui faire gagner de l'argent, vous lui évitez d'en perdre. Alors tous ces renseignements, bien sûr, vont à l'entreprise avec laquelle vous travaillez, mais je crois également, ça va également au service secret français, c'est arrivé? Ça va à plusieurs organismes ou plusieurs personnes. Elles vont bien évidemment à l'entreprise quand il s'agit d'entreprise, elles vont aussi, ces informations, à des hommes politiques, notamment quand on sécurise ou qu'on conseille des hommes politiques à l'étranger. J'ai conseillé des présidents en Afrique, j'ai conseillé des ministres, et bien évidemment, on a un œil sur leur tableau de bord, parce que le rôle de conseil, c'est aussi de dire à la personnalité que vous conseillez, attention, pas trop à gauche, pas trop à droite, je ne parle pas politique, mais je parle de marge de fonctionnement. Donc elle va à ces gens-là, elle va aux militaires d'un pays, parce que vous pouvez relever des incidents qui sont en train de se mettre en place, des incidents à venir, comme vous sentez une tension, j'ai vu en Mauritanie par exemple, quand l'Azawad, entre la Mauritanie et le Mali, commençait à bouger, à former, à fournir un certain nombre de rebelles. On savait que des mouvements allaient intervenir pour déstabiliser ou la Mauritanie ou le Mali à nouveau. Bon, on fournit ces renseignements au titre de coopération aux militaires sur place, puisque eux, bien évidemment, nous avertissent quand il y a des soucis pour la sécurité de nos groupes sécuritaires également. Et puis le dernier volet que vous soulevez à l'instant, c'est le volet est-ce que ça va au renseignement français? Bon, sans être pour autant appointé par les renseignements français, bien évidemment, j'ai toujours eu à cœur de servir les intérêts de la nation, parce que quand je suis à l'étranger, c'est français avant toute chose. Français avant toute chose. Même si, dans certains cas, on peut condamner une partie de la politique française en Afrique, puisqu'on laisse l'Afrique en déshérence et depuis de nombreuses années. Je crois qu'on en reviendra avec le néocolonialisme tout à l'heure, on reviendra sur le sujet. Mais évidemment, mon devoir, quand je constate un certain nombre de choses pouvant porter atteinte à la collaboration France-Afrique ou Afrique-France, puisque si on parle aujourd'hui de France-Afrique, tout de suite c'est Jacques Foccart, c'est le colonialisme, etc. On n'arrête pas avec ce genre de choses, qui est pénible à entendre d'ailleurs, parce que notre coopération, c'était aussi l'entraide, bien que nous sommes venus chercher un certain nombre de choses qui pouvaient manquer à la France, dans les matières premières. Mais il y a aussi une entente, et il y a une des contreparties, enfin c'est un travail en commun. Évidemment, un binôme, ça marche jamais de façon unilatérale. Sans quoi c'est plus un binôme, c'est un mec ou une puissance qui commande l'autre. Ouais. Alors même si on vous dira que la France était une superpuissance et que les Africains étaient plutôt en obéissance, etc. Moi qui adore l'Afrique, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez vous entendre avec les Africains, si vous voulez que les Africains s'entendent avec vous, il faut au moins s'entendre cérébralement. Et quand vous voyez dans la rue, je le disais récemment sur une radio de la Baule, sur Carnews, je disais la chose suivante, quand vous voyez que les gamins jouent ensemble, c'est que les choses se font et que les gens s'entendent. Voilà. Alors j'ai moi-même été donc en Afrique, en Côte d'Ivoire, et j'ai bien vu quand même que les Africains, ils nous aiment bien, et puis il y a une bonne entente tout au moins au niveau du peuple, quoi. Oui, je dirais que c'est historique. Alors je ne vais pas
dire, comme on avait entendu il y a quelques années, nos ancêtres les Gaulois, c'était une boutade, mais quelque part, on a un historique commun. Et je pense qu'on a un mode de pensée, un fonctionnement commun. Nombre d'étudiants, d'ailleurs africains, viennent faire leurs études en France, et ça passe bien. Et on a une élite actuellement africaine qui pense vite et bien, qui est en passe de pouvoir... j'espère, dans les années qui viennent, sortir l'Afrique dans l'ornière dans lesquelles elle est actuellement. Et on ne peut pas dire que nous en soyons responsables ou que nous n'en soyons pas responsables. C'est un état de fait. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est appuyer sur la tête de l'Afrique au moment où elle est en train de s'en sortir. Et je pense là notamment au néocolonialisme. Voilà. On va y venir juste après. Une chose quand même, il fut un temps quand même en Centrafrique, c'est un petit peu chauffé pour vous, je crois, non? Ah, en Centrafrique, un petit peu chauffé, je pense que le terme est faible. Oui, en réalité... Donc avec un mandat international contre vous, quand même. Un mandat d'arrêt international, tout à fait. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été longtemps le conseiller spécial de l'ex-président centrafricain François Bozizé. Francis, excusez-moi, c'est son fils qui était ministre de la Défense. J'étais conseiller du président avec deux autres conseillers français. Et les mauvaises langues diront qui plus est qu'en 2003, 15 mars 2003, nous l'avions emmené au pouvoir, mais j'ai une mémoire assez sélective et je ne me souviens plus de comment les choses se sont faites à l'époque. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'étais son conseiller de nombre d'années, avant qu'en 2013, les choses ne changent, que le Séléka, donc les rebelles du Nord, arrivent au pouvoir. Puis s'en est suivi une période de transition et une élection qui a vu arriver le président Félix Archange Touadéra. Avec un nom comme ça, Archange, on pouvait penser que le meilleur allait venir, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et, il y a peut-être usurpation de nom quand même là. Oui, il y a quelque part une usurpation. En tout cas, le nom n'était pas taillé pour le costume du président. Ce qui est certain, c'est que moi, j'ai alerté des autorités françaises en disant « Attention, ce président qui revêt ce costume de lumière et de démocratie est un véritable dictateur et il est là pour chasser la France du pays. » J'ai apporté un certain nombre de faits, d'images, de textes sur la façon dont il fonctionnait. Alors, 1, dans la corruption, 2, sur la place qu'il laissait à la Russie, avec en contrepartie de grandes largesses financières, et puis 3, sur la propagande qu'il mettait en place pour... je vais utiliser un terme un peu trivial, mais pour foutre la France dehors. Et au début, j'ai été pris un peu pour un fantaisiste. Alors, il y avait aussi une envie de la France, peut-être, de se retirer un peu de l'Afrique, de ne pas faire d'ingérence, etc. Mais entre ne pas faire de l'ingérence et faire en sorte que par notre inaction, l'Afrique se retrouve dans la merde et qu'on régresse véritablement dans la condition de vie de l'Africain, il y a quand même la ligne droite de Longchamp. Notre devoir un peu quand même, c'était d'aider les Africains, non? Mais c'est un devoir, c'était plus qu'un devoir, c'était je dirais, on a mêlé notre sang ensemble. D'autant diront que les Africains ont été obligés de venir soutenir nos guerres, etc. Sans doute que c'était vrai à l'époque, mais en attendant, on a combattu blanc-noir, noir-blanc sur des théâtres d'opération pendant les guerres mondiales. Et ça forge, pas que la guerre, mais ça forge entre autres des amitiés, ça forme des amitiés au combat et des amitiés civiles. Mais en tout cas, on avait un destin commun. Et je pense qu'on comprend l'Afrique et que l'Afrique nous comprend. Je dirais que nous n'aurions pas autant d'Africains chez nous à étudier, à travailler, etc. Et je ne rentre pas dans des débats d'immigration qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais nous n'aurions pas autant d'Africains en France et de Français en Afrique
si aucune compréhension n'avait été possible. Alors pourquoi, on va dire, la France a laissé tomber l'Afrique? Alors, la France a laissé tomber l'Afrique, à mon sens, parce que nous n'avons jamais été dans une démarche économique winner-winner, gagnant-gagnant. J'entends par là que, suite à cet épisode colonial, quand nous allions en Afrique, de suite tombait le coup près, ils sont là pour piller nos terres. C'est ce qui a été enseigné par la suite. Donc la France, avec cette politique sociale, dans certains cas, et pour certaines périodes de gouvernance, cette politique sociale un peu démagogique, a fait que nous sommes tombés dans un travers qui disait, si on va en Afrique et qu'on fait du business avec l'Afrique, on va passer pour des profiteurs et des gens qui font de l'ingérence. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des États-Unis sur d'autres théâtres d'opération, comme en Ukraine actuellement, où ils fournissent, quand on entend par exemple la télévision, ils ont envoyé ou offert tant de centaines de millions de matériel, d'armement, etc. Bon, il faut savoir que ça se paye toujours. Hein. Bien sûr. Ils sont déjà là pour reconstruire Kiev, les chantiers, et que l'armement va se payer. Nous, on n'a jamais eu cette logique-là. Mais toutes les guerres, surtout, on va dire, outre-Atlantique et puis chez nous, tout se paye. 39-45, on a payé pendant longtemps quand même l'aide, entre guillemets, des États-Unis. Mais évidemment. Évidemment. Faut pas l'oublier. C'est comme ça. Il y a jamais de gratuité quand il s'agit d'opérations d'État. Jamais de gratuité. Le quoi qu'il en coûte, j'ai toujours été dubitatif sur ce genre de formule. Alors, donc, cette nouvelle colonisation donc, de l'Afrique, alors comment ça se passe? Donc, tout le monde pense colonisation, effectivement, en France, notamment il y a très longtemps. Maintenant, ça a complètement changé. C'est comment? C'est plus subtil, c'est plus par-dessous. Comment ça se passe et quelle est-elle donc? Alors, c'est loin d'être plus subtil. Je dirais que c'est beaucoup plus grossier et beaucoup plus violent. Parce que ce néocolonialisme dont je parle, moi je l'ai vu arriver depuis de nombreuses années, notamment avec les Chinois. Les Chinois sont arrivés, je dirais, maintenant il y a 25 ans en Afrique pour faire les infrastructures, les stades, les routes, avec quelquefois des matières qui étaient des matières, excusez-moi encore une fois d'être vulgaire, mais merdiques. Hein, parce que les routes, elles tenaient, Ronsard dirait l'espace, ce que durent les roses, l'espace d'un matin. Mais en attendant, ces gens venaient travailler à moindre coût et en contrepartie, ils se servaient sur les matières premières et sur le sous-sol de l'Afrique. Et en plus, pour les Chinois, c'était fabuleux parce que les Chinois envoyaient travailler leurs prisonniers de droit commun, ils les mettaient dans des campagnes, dans des camps, dans des bases vies en Afrique, à l'instar du Cameroun, du Bénin et encore d'autres pays africains. Les gens attendaient leurs containers arriver, dedans ils avaient 1 an ou 2 ans de vivres dans leurs containers. Ils travaillaient, ils s'occupaient du sous-sol minier, tout ça pour la grandeur de la Chine, et ils ne laissaient pas un centime à l'Afrique. Ils ne faisaient pas vivre l'Afrique en allant chercher leur manger, leur boisson, en sortant. Non, c'était... on a appelé cette colonisation la colonisation des rampants. C'est-à-dire que, comme les taupes, les Chinois mangeaient l'arbre de vie africain par la racine. On ne les voyait pas, ils vivaient entre eux, etc. On ne les voyait pas. Et puis on a vu apparaître les Russes. Alors juste une chose quand même, lorsque les Chinois étaient là, la communauté mondiale, vraiment aucune réaction, ils s'en fichent. C'est l'Afrique, donc aucune importance. Alors voilà, il y a cette chose assez étonnante qui visait à dire c'est l'Afrique, les Chinois font pas de bruit. Ils font jamais de bruit. Ils ne font jamais de bruit. Il faut reconnaître que c'est une efficacité. Ils Ils agissent redoutablement, efficacement et discrètement. Donc, rien ne se disait. Alors, on le savait. Tous les gens informés sur ce qui se passe en Afrique savaient peu ou prou comment ça fonctionnait. pas de réaction, rien. Mais pas de réaction. Si, il y avait quelquefois des avertissements au niveau des Nations Unies, au niveau des droits de l'homme, au niveau du Human Rights, etc.
du droit humain, mais rien ne bougeait fondamentalement. Puis est arrivée la Russie. L'ours russe, pardon. Alors, ils sont arrivés, ils avaient des moyens assez particuliers au début. Ils ont eu des moyens très violents, mais ils ont eu des moyens assez subtils aussi. Ils sont arrivés, par exemple, en Centrafrique, en projetant des dessins animés. Parce qu'il y a la génération comme la nôtre, puis il y a les générations des gens plus jeunes, et puis il faut former, dans leur esprit, les plus jeunes à la présence russe. Donc il y avait des dessins animés avec l'ours russe, qui était toujours très gentil, qui donnait beaucoup, qui avait une patte très tendre, très douce, protectrice, etc. Donc ça, c'était la manière douce. Et puis, ils sont arrivés aussi avec des véhicules blindés, des hélicoptères, des modules de formation militaire. Et puis petit à petit, je prends le cas de la Centrafrique, qui était la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Et puis petit à petit, ils ont formé l'Afrique. Et ensuite, ils ont fait arriver Wagner. Wagner, c'est cette société militaire privée que l'on connaît. C'est un petit peu quand même Wagner, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors Wagner, c'est une société militaire privée qui a été créée dont le grand patron est Yevgeny Prigojine, qui est un très proche de Poutine, puisque son surnom, c'est le cuisinier de Poutine. Et je vais vous dire une chose, quand vous voyez Yevgeny Prigojine, moi je l'ai vu une fois, vous comprenez pourquoi on l'appelle le cuisinier de Poutine, et c'est pas nécessairement dans la tambouille qu'il exerce ses talents, mais s'il vous cuisine, je pense que vous n'en sortez pas indemne. Vous n'en sortez pas indemne. Et Wagner, donc cette armée privée, aujourd'hui, on a connu ça en Irak avec Tactical Blackwater pour les États-Unis à l'époque. C'est pas une nouveauté. Sauf que la Russie fonctionne de façon extrêmement violente en Afrique. Wagner fonctionne de façon très violente. Alors Poutine dira... C'est pas moi. C'est pas moi, c'est une armée privée. C'est une armée privée. Vous les connaissez oui, je les connais, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je peux vous dire qu'il y a des preuves. Nous avons des preuves visant à dire et à présenter que les gens de Wagner s'entraînent dans des camps militaires en Russie, que ce sont des anciens des forces spéciales pour la plupart, même si maintenant il y a du tout venant, parce qu'il a fallu tellement de gens chez Wagner qu'on n'a pu prendre que des anciens des forces spéciales. Et non seulement ils s'entraînent dans des camps militaires, mais en plus ils répondent au doigt et à l'œil aux intérêts de la Sainte Mère Russie en Afrique. Leur mode de fonctionnement, c'est on nettoie les terres, c'est-à-dire y compris des villageois qui les occupent, quand les sous-sols sont miniers, ou qu'on y trouve des terres rares, etc. On nettoie les terres, on met les gens dehors ou on les tue. Je vais peut-être choquer vos téléspectateurs, mais moi j'ai vu des scènes où les gens, on les met attachés dans le dos, on les réunit, on les asperge d'essence et on les fait brûler vivants. Bon, je ne crois pas que ça puisse être des méthodes acceptables. C'est juste dénonçable. Donc... Alors là, toujours pareil, personne ne dit rien, quoi. Alors, il y a des voix qui s'élèvent. On le voit, mais moi j'ai un peu joué les Cassandres. D'ailleurs, j'ai une de mes filles que j'adore qui s'appelle Cassandre. Je l'avais appelée Cassandre quand je travaillais à l'époque aussi, que je conseillais aussi la cellule africaine du président Chirac, parce que j'étais un des informateurs et conseillers à l'époque. J'avais appelé ma fille Cassandre parce que je disais que jouer les Cassandres, donc révéler la vérité sans jamais être cru, c'était quand même une problématique. Et je signais tous mes courriers en disant jouer les Cassandres n'est jamais évident, mais ça permet de prendre date. Et quand j'ai parlé des Russes et de l'arrivée des Russes, on m'a dit oui, bon, c'est un phénomène, ça ne durera pas, on les a connus dans les années 70, ils sont partis d'Afrique, etc. Là, ils sont venus avec cet héritage qu'ils avaient de l'Union soviétique, mais avec
le néocolonialisme échevelé. J'ai rien contre l'économie, l'économie business, de marché, etc. Mais l'économie à coup de canon pour prendre les terres, c'est autre chose. Et je me suis très très vite rendu compte que ça allait dégénérer. J'en ai averti les services français. Averti pas spécialement oralement. J'ai fait des notes écrites. J'ai rencontré de très nombreuses fois les services avec lesquels j'avais ou l'habitude de travailler ou d'autres avec lesquels je ne travaillais pas. En tout cas, une chose est certaine, c'est que entre 2018 et 2019, les services français ne pouvaient pas ne pas être au courant de ce qui allait se passer et de ce pourquoi ils se réveillent maintenant en dénonçant ce qui se passe en Ukraine, parce que l'Ukraine, ça revêt une importance incroyable, c'est aux portes de l'Europe, Ouais. mais l'Ukraine, c'est juste le bout du chemin de ce qui se passait en Afrique. Alors justement, on en y arrive, c'est très bien au niveau de transition. Il y a tout un commencement en Chine et russe en Afrique, et maintenant on arrive en Ukraine. L'Ukraine, c'est quand même différent, ou il y a des similitudes? Alors, l'Ukraine, c'est différent parce qu'il y a des enjeux géopolitiques et politiques importants. Alors, je ne suis pas un fervent de la politique un fervent supporter de la politique internationale de Vladimir Poutine, c'est certain. Même si à l'époque il a redonné la fierté à son peuple, parce que si vous me permettez une petite digression, au moment de la perestroïka, quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir, et puis que petit à petit il a mis en place, ou les Russes diraient, nous avons mis en place, avec l'aide de l'Occident, Boris Yeltsin, on s'est empressé rapidement de présenter à la télévision Boris Yeltsin comme un homme qui buvait beaucoup. Rappelez-vous les histoires avec Clinton, on le voyait ivre à la télévision et que Clinton en rigolait, etc. Ça a blessé beaucoup la Russie. Les Russes, les populations slaves sont des gens fiers, pleins d'honneur, et ils n'ont pas apprécié que la main de l'Occident... Pardon ? À juste titre, je pense. Quand même. Oui, à juste titre, ils n'ont pas apprécié d'être humiliés comme ça, de passer pour des rustres qui picolent toute la journée et qui sont surtout à la botte de l'Occident, parce que d'une certaine façon, c'était peut-être à l'époque ce qui était recherché, casser l'Union soviétique et que la Russie ne soit plus un danger pour nous. Puis, ils ont, l'histoire faisant, un jeune est arrivé du KGB, devenu FSB par la suite, qui s'appelle Vladimir Poutine. Cet homme-là a redonné la fierté à la Grande Russie. Il a remis en place la thématique du nationalisme et de la citoyenneté. Et puis, il était suivi comme un seul homme par les Russes. Quand on dit, dans certains cas, ah oui, mais en Russie, les votes sont truqués, etc., on ne peut pas être élu avec des 80%, etc. Peut-être, les élections ont-elles été un peu truquées, mais je dois pouvoir dire quand même, je crois pouvoir dire, pour connaître assez bien la Russie, que bon nombre de Russes ont suivi Vladimir Poutine parce qu'ils s'identifiaient à cette politique, ils étaient de nouveau reconnus. Bon, après Vladimir Poutine, Antogé de cette réussite d'avoir fédéré le pays, a voulu aller plus loin, s'est dit, on va de nouveau fonctionner en toile d'araignée, je veux recréer, non pas l'Union soviétique, mais un empire. C'est le nouveau tsar de la Russie. Et donc, comme son pays est plein de richesses, notamment le gaz, on voit bien les problèmes que ça pose en ce moment, il s'était dit initialement, bon, moi, je fais mes propres services Internet, j'essaie d'épargner un maximum le gaz que nous avons chez nous, et on va aller chercher toutes ces matières premières à l'étranger. Ça va nous permettre, si demain il y a une guerre, de pouvoir serrer la vis à tout le monde autour et les laisser tirer la langue, et puis nous d'être autonomes. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés avant toute chose, et il est là le trait d'union, chercher les matières premières en Afrique, ou ailleurs, proche, plutôt au Moyen-Orient, et puis de se dire, on va attendre tranquillement de voir ce qui se passe. Alors l'Ukraine dans tout ça, l'Occident a voulu
se rapprocher aussi parallèlement du bloc de l'Est, parce que personne n'est dupe de la politique de Vladimir Poutine expansionniste, mais l'OTAN est allé gratouiller un petit peu l'ours russe. Il y a des accords qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et donc là, l'Ukraine a décidé de se rapprocher de l'OTAN, on est d'accord? Alors, je ne sais pas si l'Ukraine a décidé de se rapprocher de l'OTAN ou l'OTAN de se rapprocher de l'Ukraine. C'était peut-être concomitant. Tout à fait, voilà. Hein, mais tout le monde y trouvait son intérêt. Sauf peut-être la Russie. Évidemment, sauf la Russie. La Russie donc, s'était mis d'accord avec l'Occident en disant, bon, ok, nous, on ne vient pas vous chercher sur un certain nombre de terrains en Occident, etc. Maintenant, vous ne vous reprochez pas non plus de l'ancien bloc soviétique, parce que on n'a pas nécessairement envie d'avoir l'armement occidental à nos portes. L'Ukraine, se revendiquant avant toute chose européenne et voulant doubler le coup et être dans l'OTAN, ça a été ce qui a scellé le casus belli, certainement. Donc, effectivement, moi, si je puis me permettre, je condamne fermement les méthodes de Vladimir Poutine sur les populations ukrainiennes, sur les civils. On ne peut pas admettre ce genre de choses, c'est incroyable. J'ai sur une chaîne de télévision débattu rapidement dernièrement avec Florian Philippot qui avait dit que le président Macron était plus dangereux pour la France que ne l'est Vladimir Poutine. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire. Oui. Quand on voit, par exemple, cette ville où tous les Ukrainiens, ou partie d'entre eux, ont été fusillés d'une balle dans le dos, etc. Et la Russie s'est empressée, par l'intermédiaire de son ambassade à Paris, de dire que c'était une mise en scène de l'Ukraine. Moi, j'avais des gars qui ont travaillé pour moi, qui étaient en Ukraine, qui étaient dans ces endroits-là, à ce moment-là, qui m'ont dit, mais Christophe, nous y étions, on ne peut pas laisser dire ce genre de choses. Donc ça, c'est plus que condamnable. Oradour-sur-Glane, par l'armée qui revient, qui regagne ses pénates, ou qui prend du recul et qui revient sur la base arrière. Mais c'est des méthodes qu'on aimerait ne plus jamais revoir. Ce sont des crimes de guerre. Alors, il y a eu un débat sur génocide, pas génocide. Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas aujourd'hui dans la politique. Ma voix, peut-être un jour, ceci pourrait être le cas, mais en tout cas, ça n'est pas le cas pour l'instant. Mais ma propre voix dit la chose suivante. Oui, c'est un génocide. Quand vous tuez massivement les éléments d'une même race, si je puis dire, d'un même type, d'un même pays, pour des raisons de racisme primaire, de xénophobie, ça n'a plus rien à voir avec la guerre. Ça a à voir avec la vengeance, et c'est un génocide. Oui, parce que quand même, Ukraine, Russe, le peuple des deux sont quand même très très proches. Nous, dans nos relations, on a des Ukrainiens qui sont avec les Russes et qui s'entendent très très bien. Donc... Effectivement, vous avez des régions d'Ukraine russophones, on les connaît d'ailleurs. La Crimée, par exemple. Voilà, elles sont dans l'actualité actuellement. Alors, je ne veux pas faire d'ingérence dans la politique russe, j'en ai ni les moyens ni l'aura, mais qu'il y ait des référendums ou autre chose, pour savoir qui aimerait se trouver où, et notamment quand les gens cohabitent d'une façon extrêmement agréable, parce que je suis allé dans ces régions-là, et évidemment, les politiques des deux pays s'affrontent un peu sur ces sujets-là et sur ces contrées-là, mais les habitants, pour autant, fonctionnent bien entre eux. Tout à fait, ouais. Vous savez, on a eu... Et là, c'est un peu déplacé ce que je vais vous dire, mais l'Alsace et la Lorraine, qui ont bougé entre l'Allemagne, la France, etc. Aujourd'hui, les Alsaciens et les Lorrains, là, pour la plupart, parlent allemand. Les choses s'harmonisent. Et l'appartenance à un pays, même si les Alsaciens et les Lorrains revendiquaient fortement leur appartenance à la France, sont des gens qui cohabitent agréablement avec l'Allemagne. Et tout se passe bien depuis des décennies maintenant. Donc, on ne peut pas faire un procès aux citoyens habitant ces régions-là d'être pour ou contre la Russie, l'Ukraine. Je crois que ce qui chapeaute le tout, c'est avant toute chose la politique. C'est comme le jeu du risque, c'est d'avancer sur le territoire de l'autre
chaque coup est rendu, et l'Ukraine aujourd'hui est un pays martyrisé. Tout à fait. Après, tout le monde dans le monde entier sont contre Poutine. Bon, d'accord, il a fait des choses pas vraiment ce qu'il fallait. Ben, tout n'est pas que de sa faute quand même. Au niveau de la guerre, je ne parle pas au niveau des exactions, etc. Alors, c'est pas parce que tout n'est pas de la faute de Poutine. On dirait dans un divorce que quelquefois les torts sont partagés, mais là, ce serait poussé, mémé dans les orties, si je puis dire. Parce que Poutine est quand même un va-t-en-guerre, très clairement. Alors, il avait annoncé ce qu'il allait faire depuis de nombreuses années. On a fait la sourde oreille. Aussi. On a des gens, peut-être outre-Atlantique, qui ont intérêt à ce que les choses puissent se passer comme ça. Bon, je ne veux pas venir sur ce terrain-là. Mais je ne défendrai pas la façon dont Vladimir Poutine s'est mis en guerre contre l'Ukraine. Ça, c'est sûr. Autant, il y a des choses qu'on peut comprendre sans les entendre. On peut se dire que dans la logique de Vladimir Poutine, s'il n'a pas été entendu, on ne pouvait qu'envisager qu'il en arrive là. Par contre, on ne peut pas concevoir que ça se passe de cette façon-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est à la porte de la Troisième Guerre mondiale, même si, à mon sens, depuis quelques jours, on s'en éloigne un peu. On va en parler un petit peu. Ouais. Mais on ne peut pas faire prendre un risque au monde, à l'humanité, pour des raisons de territoire. Alors, c'est peut-être ma vision. Je ne pense pas qu'on puisse m'accuser d'être candide ou naïf sur ces domaines-là, mais on ne peut pas faire prendre un réel risque au monde entier pour des histoires de territoire. Alors d'autant diront, bah, laissons faire les Russes, et puis comme ça on ne prend pas de risque. Bon, la souveraineté nationale, celle de l'Ukraine, doit être respectée, même si historiquement, il y a des provinces qui appartenaient avant à la Russie. En tout cas, ça ne mérite pas une telle débauche militaire, même si d'autant, je suis le premier à le dire, que dans les 5 membres permanents des Nations Unies, on ne trouve que des vendeurs d'armes. Bon, oui. Voilà. C'est bien. Ce qui est quand même incompréhensible, on le sait depuis longtemps que, entre guillemets, ça va péter. Pourquoi ce laxisme de tous les pays mondiaux, dont la France, dont l'Angleterre, les États-Unis, etc. Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi personne n'a pas agi? Pourquoi personne n'est pas venu effectivement tempérer tout ça? Alors la question, je vous retourne votre question par une autre question. N'avait-on pas intérêt à en venir jusque-là? Ne cachions-nous pas quelque chose sous le tapis, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure, cette avancée vers l'Est, croyant la Russie à genoux? On a beaucoup de choses aussi à défendre en Ukraine, hein, au niveau industrie, alimentaire, blé, etc. Bon bref, c'est quand même un des greniers du monde. Bien sûr. Donc, je pense qu'on avait des intérêts à défendre l'Ukraine, comme la Russie a des intérêts à mettre la main sur certaines provinces de l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on a laissé faire les choses? Après, vous savez, vous avez une frontière. Vous avez une frontière dans la réalité, dans la façon dont on fait ou dont on ne fait pas les choses. Si le risque à un moment de s'engager devient plus grand que les avantages à en tirer, il est temps de s'asseoir. Il est temps de faire parler la diplomatie. Vous avez vu, par exemple, sur le gaz, on devait payer en rouble, on a maintenu l'euro, le dollar. On met du temps à s'entendre là-dessus. On ne fait pas d'embargo total, et on a un embargo provisoire. Les Allemands dépendent fortement du gaz russe. Les Polonais, n'en parlons pas, etc. Rien n'est manichéen, parce que depuis des décennies, la mondialisation a fait qu'on va chercher beaucoup de choses chez l'autre. Quand je dis chez l'autre, c'est pas la Russie, chez l'autre, chez son voisin, chez les États-Unis, ailleurs, etc. Et on se rend compte aujourd'hui que tout est imbriqué. Et quand vous avez des pays qui sont des gros faiseurs, en industrie, en alimentaire, autre chose, ce qui est le cas de la Russie, notamment pour les énergies, eh bien, quand ça bloque, ça pose problème à tout le monde. Et aujourd'hui,
avec l'augmentation du gaz, les menaces de fermeture, d'ailleurs il a fermé le robinet pour plusieurs pays, vous le savez, on se rend compte que on est toujours obligé d'aller acheter en Russie, notamment pour le gaz, même si on s'organisera peut-être, j'en suis pas sûr du tout une fois que les choses se seront calmées, mais en attendant, chaque jour on finance le matériel militaire de Poutine. Bien sûr. Donc l'embargo, psychologiquement, c'est quelque chose. Financièrement, nous n'avons peut-être pas nécessairement tous les moyens de quantifier tout ça, mais j'en ai parlé avec des personnalités politiques de premier plan, j'en ai parlé avec des militaires de premier plan aussi. Les calculs sont simples, nous finançons la guerre de Poutine, tout en disant que chaque jour on prend des sanctions supplémentaires. Bien sûr. Puis une petite chose, moi, qui m'interpelle, pas que Poutine, mais je dirais dans l'histoire de l'humanité, une question me vient quand même à l'esprit, c'est comment un seul homme, alors il y en a eu, Alexandre le Grand, on a eu César, on a eu Napoléon, puisse arriver à emmener autant d'hommes derrière eux pour une conquête, pour avoir plus de possessions, alors qu'il est tout seul, enfin presque, c'est pas tout à fait vrai, mais il est tout seul, l'homme. Alors vous avez oublié Adolf Hitler. Et Adolf Hitler, bien sûr. Vous savez, vous avez des gens qui ont un charisme diabolique. Oui, c'est vrai. Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, il était frais et moulu des services de renseignement. Il était carré, cartésien, comme le sont beaucoup de Russes. Moi, j'aime beaucoup la population russe. J'ai toujours été bien reçu en Russie, jusqu'à temps que les choses partent un peu en vrille pour moi, parce que j'ai dit les choses, et que je suis français avant toute chose, et que je sers mon pays. Maintenant, des hommes diaboliques, vous en avez qui ont un charisme exceptionnel. Et Poutine est un leader charismatique. Et il avance en rendant chaque jour un peu plus la fierté à son peuple. Ouais. Et évidemment, vous avez aux États-Unis, on ne dit jamais rien quand on entend American First. American First, c'est bien du nationalisme. Bien sûr. Poutine, lui, il a dit je veux rendre la fierté et la dignité à mon peuple. Il l'a fait, il est suivi. Il est allé dans des entreprises où des gens, dans certains cas, voulaient licencier tout. Il y avait une vidéo qui circulait où il avait demandé à un industriel de ne pas licencier un certain nombre de salariés pour grossir ses profits. Il lui avait même prêté le crayon au dirigeant pour que le dirigeant signe le papier comme quoi il renonçait à débaucher des gens. Et à la fin, il lui dit « Redonnez-moi mon crayon. Vous signez, vous me redonnez mon crayon. Et c'est comme ça. Sinon, il va vous arriver mal. » Sous-entendu, tu vas finir en Sibérie. Bon, alors, on ne peut pas dire que ce soit véritablement une démocratie. Mais en attendant, il a, pour l'opinion russe, je ne suis pas russe, je ne fonctionne pas comme ça, mais il a remis pour les Russes la Russie dans le bon sens. Ils ont retrouvé leur fierté, leur identité. Ils ont trouvé un guide, un leader, et quelqu'un qui aujourd'hui ne dit pas toujours oui à l'Occident. Ouais. Parce que les gens ont gardé les stigmates de l'Union soviétique. Ça pourrait être bien aussi pour nous de ne pas toujours dire oui à certaines pays. Alors nous, on est quelque part les rois de la diplomatie. La diplomatie, c'est ne jamais dire non, ne jamais dire oui. Et c'est toujours rester au milieu du gué. Ça nous pose des fois quelques problèmes. Maintenant, je ne sais plus si c'est des proches qui disaient, ou Pierre Dac, quelle est la différence entre une dictature et une démocratie. Vous la connaissez ? Oui. Bon, la démocratie, c'est... la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Au bout du compte, on en a un peu là. là. C'est ce qui s'est passé chez nous avant 1789 et après, peut-être, non ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, oui, la Russie a un chef de guerre, parce que c'est un chef de guerre en ce moment. Malheureusement, il y a un pays qui fait les frais de tout ça, parce que économiquement, parce que géopolitiquement, nous nous rapprochions, et il y a des exactions commises, il y a des charniers, il y a des gens qui
qui pleurent les leurs, et moi je croyais que nous étions quand même aujourd'hui éloignés de tout ce genre de barbarie. Non, c'est toujours le peuple qui paye. Au bout du compte, c'est effectivement toujours le peuple qui paye. Que ce soit les impôts de sa vie. Oui, tout à fait. Bon, a priori, ça a l'air de s'arranger un peu, parce que je crois que Zelensky revient un peu sur ta décision d'intégrer l'OTAN, et l'OTAN se recule un peu, je crois, c'est ça, non? Alors, je pense que Zelensky, effectivement, accepte de ne pas, en tout cas en l'état, parce que vous savez bien que la politique, ça peut changer, accepte en l'état de ne pas rentrer dans l'OTAN, et l'OTAN a vraisemblablement aussi reçu ce message. Pour l'Europe, c'est une autre histoire. L'Ukraine sera, en tout cas, son dossier est d'ores et déjà entre les mains de l'Europe, sa candidature. Mais pour l'OTAN, oui, vraisemblablement, l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Et puis, les choses changent un peu. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Vladimir Poutine pour cette journée de commémoration qui a eu lieu hier. Poutine, avec son discours, bien évidemment, mâché pro-russe, parce que on ne peut pas parler des pertes russes sur le sol ukrainien. Je parle des soldats, parce qu'ils ont perdu beaucoup de soldats. Les Ukrainiens se sont battus avec une conviction et une force de lion, de gens qui ne voulaient pas céder leur territoire. Et véritablement, on ne peut que, je dirais, les féliciter pour leur courage. Je vais vous dire quelque chose qui va véritablement choquer vos téléspectateurs. Mais si en 40 on s'était battu comme des Ukrainiens, je pense que l'histoire aurait duré moins longtemps qu'elle n'a duré. Bon, bref, c'est autre chose. Mais on a quand même beaucoup de résistants en France, et l'Ukraine est un pays de résistants. Et je crois que Vladimir Poutine a compris que ça allait être très compliqué, et que déclencher d'autres foyers, notamment sur la Pologne, sur la Roumanie, etc., il n'allait pas s'en sortir avec les moyens technologiques que nous avons, avec ce qu'a apporté l'Occident. Je crois qu'il a compris que ça allait devenir extrêmement compliqué, et qu'il lui restait plus qu'à abandonner les armes traditionnelles, aller vers le nucléaire. Si on va vers le nucléaire, c'est peut-être la fin de la planète. Tout à fait. Donc aujourd'hui, peut-être que l'intelligence a prévalu, parce que je ne pense pas qu'on puisse accuser Poutine, même si malade, même si pas malade, j'en sais rien, je ne suis pas son médecin. On ne peut pas accuser Poutine d'être un homme inintelligent. C'est un stratège de première. Donc il a servi à son peuple le fait qu'il avait repoussé l'ennemi, peut-être bouté l'ennemi hors du sol russe. C'est quand même c'est quand même un discours assez exceptionnel, parce que c'est quand même lui qui envahissait l'Ukraine. Mais je crois qu'il a laissé comprendre au peuple russe que c'était fin de mission, qu'ils étaient allés jusque là où ils voulaient aller, et que peut-être l'heure du repli avait sonné. En tout cas, c'est mon interprétation de ce que j'en ai entendu. Si c'est ça, tant mieux, on va peut-être pouvoir revenir à des jours meilleurs. Puis Zelensky est également intelligent, donc je pense qu'il a peut-être aussi joué, et de dire que je reviens, donc ça va calmer les esprits. Alors, tout en sauvant un peu la place. Zelensky est intelligent, et puis nombre de gens se sont mis dans le conflit. Vous le savez bien, les dernières réactions israéliennes, notamment sur le fait qu'on accuse l'Ukraine d'être un pays nazi, et que son président, étant juif lui-même, et ayant dit que ne comprenait pas bien ce que voulait dire par là le président Poutine. Bon, vous savez que la diaspora juive, elle est partout dans le monde, elle fonctionne bien, elle est extrêmement intégrée, elle est partie prenante de beaucoup de décisions économiques, et elle apporte beaucoup de choses partout dans le monde. Aujourd'hui, ça aurait été quand même extrêmement déplacé que de remettre la question juive, une population qui a beaucoup souffert, bien sur le théâtre du monde. Donc merci pour tout ça. Une petite dernière information, je crois que vous avez écrit un livre, Les Barbouzes. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Barbouze. Oui, je disais Barbouze, excusez-moi, je me suis trompé avec le film extraordinaire Ventura, là c'est pas Les Barbouzes, c'est Barbouze. Alors Les Barbouzes, j'étais pas dedans, dommage, j'avais beaucoup apprécié ce film. Mais oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Barbouze, qui est
collection L'Harmattan, hein, qu'on peut commander chez son libraire, à la FNAC, chez Amazon, etc., qui retrace toute ma vie en Afrique, une partie de mes analyses, qui se lit comme un roman d'aventure à suspense. Et je suis très très souvent sur la région et je fais très très souvent des dédicaces sur la région parce que je n'ai jamais oublié là d'où je venais. Et cette région gorgeoise et clissonnaise eh ben, est inscrite et gravée dans mon cœur. Alors, dans ce livre, moi j'ai lu, bon, très très bon, je vous le conseille, mais surtout ce qu'on en retient, il faut dire la vérité. Moi je suis un fervent de la vérité. En tout cas, dans ces domaines-là, je suis un fervent défenseur de la vérité parce que à entasser un certain nombre de choses sous le tapis, finalement, le tapis finit par pourrir. Et je crois que dire la vérité sur les choses, vulgariser un peu la géopolitique, je fais des conférences, ou dans les grandes écoles, ou dans les chambres de commerce, ou dans les industries, vulgariser un peu la géopolitique, essayer d'expliquer, de la rendre interactive, etc. C'est aussi faire prendre conscience aux gens qu'on peut comprendre ce qu'on nous sert comme indigeste. Mais merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.